avec l'actualité également, qui est aussi cette requalification de circonstances aggravantes de racisme contre les mises en examen pour le meurtre de Thomas à Crépol dans la Drôme. On en parle ce soir avec Maître Jérôme Triomphe qui est en ligne avec nous. Bonsoir Maître Jérôme Triomphe. Bonsoir Marie Laurent, bonsoir à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous ce soir. Information donc qu'Europe 1 vous donnait dès hier autour de ce drame qui avait lieu il y a près de 3 ans, dont on se souvient tous. Je précise que c'est votre toute première prise de parole. Je vous remercie d'avoir choisi Europe 1 pour vous exprimer. Europe 1 qui a consacré nombre d'émissions, nombre de débats à ce drame qu'on a suivi très attentivement depuis le tout premier jour. Je vais vous en rappeler les faits très brièvement. Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, soir de bal de village à Crépol dans la Drôme, des jeunes issus notamment du quartier populaire de la Monnaie à Romans-sur-Isère sont battus avec un groupe de jeunes de Crépol. Bilan, 4 blessés graves, dont Thomas Perotto, 16 ans, décédé lors de son transport à l'hôpital. Je précise également, Maître Jérôme Triomphe, que vous êtes l'avocat de 2 des victimes de cette rixe. Dans cette affaire, 14 jeunes hommes ont été mis en examen, tous pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Aucun n'a jamais reconnu avoir porté le coup mortel sur Thomas, avant que le parquet ne requiert le mois dernier le renvoi devant la cour d'assises de 11 d'entre eux. Et donc, désormais, Maître Jérôme Triomphe, il y a cette requalification, cette circonstance aggravante venant des juges d'instruction retenus contre l'ensemble des mises en examen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Je crois que tout est parti de certaines observations transmises par les parties civiles. Est-ce que c'est bien ça ? Absolument, et j'allais dire enfin. Enfin parce que ce drame... Parce que les infos, il les avait dès le début. Le drame a eu lieu il y a pratiquement 3 ans, et dès le lendemain, nous avions dans le Dauphiné libéré, qui est allé faire du vrai journalisme de terrain, était allé interroger les victimes du drame de Crépol, et les 2 qu'elle avait trouvés avaient immédiatement dit, donc dès le lendemain, nous avons entendu, nous sommes là pour planter des blancs. Une autre victime, une jeune fille, qui disait ils étaient là pour tuer. Bon, tout ça, c'est la cour d'assises qui évidemment va l'apprécier au regard des responsabilités des mises en cause. Mais pourquoi cette circonstance aggravante de racisme, qui était éclatante dès le départ, qui était éclatante dès le 4 décembre, puisque 15 jours après, une fois que l'information judiciaire a été ouverte sur demande du procureur de la République, sur un réquisitoire introductif qui visait meurtre, tentative de meurtre, violence en bande organisée, mais sans la circonstance aggravante de racisme, le 4 décembre, sur France Bleu Drôme-Ardèche, monsieur le procureur reconnaît qu'il y a 9 témoignages, en réalité il y en a plus puisque l'instruction va permettre d'en trouver d'autres, 9 témoignages de victimes qui disent nous avons entendu, nous sommes là pour planter des blancs, et autres propos de nature raciste anti-blanc et des propos anti-français. Alors je vous pose la question, Maître Jérôme Triomphe, pourquoi a-t-il fallu attendre 3 ans pour que cette requalification vienne ? Eh bien, j'allais vous dire, poser la question au procureur de la République, parce que dans toute affaire judiciaire, et notamment dans les affaires criminelles, on commence par les qualifications les plus hautes, quitte à abandonner des qualifications à l'issue de l'information judiciaire, parce que, on constate que les conditions n'en étaient pas réunies. Là, dans ce dossier, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. On est parti des qualifications les plus basses pour, in fine, de manière rarissime, parce que en 26 ans de barreau, c'est la première fois que je vois ça dans un dossier. Pour terminer sur une requalification à la hausse en toute fin d'information, alors que tous les éléments du racisme anti-blanc étaient dans le dossier dès le départ. Et d'ailleurs, je me souviens de cette interview de monsieur le procureur du 4 décembre 2023, où il disait effectivement il y a 9 témoignages faisant part d'hostilité envers les Blancs. Alors je pense que le terme a été mal employé, parce qu'en fait d'hostilité, c'est un coup de couteau qui a entraîné la mort du malheureux Thomas Perotto, avec une famille qui est dans le malheur depuis 3 ans, et puis 3 tentatives de meurtre et des violences aggravées. C'était pas véritablement une hostilité, c'était un petit peu plus que cela. Maître Jérôme Triomphe, je vais vous interrompre un instant. Il y a Maël Hassani qui nous a rejoint dans ce studio. C'est l'heure de son journal permanent. On vous retrouve dans moins de 2 minutes. On continue à parler de cette affaire. J'ai hâte également d'entendre les questions que Vincent Roy et Georges Fenech ont à vous poser. À tout de suite, Maître Jérôme Triomphe. 19h45, donc sur Europe 1, l'heure du jour. Europe 1 soir. 19h, 21h. Maël Laurent. Toujours avec Vincent Roy, écrivain consultant CNews Europe 1. Toujours avec Georges
Georges Fenech, ancien magistrat, et toujours avec maître Jérôme Triomphe, l'un de ceux qui a obtenu la requalification, la circonstance aggravante de racisme contre les mises en examen pour le meurtre de Thomas à Crépol dans la Drôme. C'était il y a 3 ans. Pourquoi maître Jérôme Triomphe? Pourquoi à un moment les juges d'instruction ont considéré enfin cette circonstance aggravante de racisme? Qu'est-ce qu'il a emporté? Sur quel fondement? Alors, il faut d'abord préciser une chose, c'est que, comme je vous le disais, dès le lendemain des faits, nous savions qu'il y avait des propos de racisme anti-blanc qui avaient été tenus. Moi, 2 jours plus tard, je porte plainte au nom de l'AGRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, qui a été moteur dans cette affaire, dont l'intervention a été décisive. Et nous portons plainte avec constitution de partie civile. Alors d'abord, nous portons plainte entre les mains du procureur, avant que lui-même saisisse le juge d'instruction, en lui demandant de requalifier les faits et de retenir la circonstance aggravante de racisme. Je n'aurai aucune réponse. Nous allons nous constituer partie civile devant les juges d'instruction. Je vous passe les péripéties procédurales. Nous allons être déclarés irrecevables. Nous allons aller à la chambre d'instruction, à la cour de cassation, à la chambre de l'instruction, devant les juges d'instruction à nouveau et encore à la chambre de l'instruction. Au final, c'est parce que la griffe, depuis le début, a été moteur dans cette affaire, depuis le 3e jour, que nous avons martelé qu'il y avait du racisme anti-blanc, que, au final, pourquoi vous me posiez la question, ça a été retenu, parce que à un moment, eh bien, je suis intervenu officiellement dans le dossier, saisi par 2 victimes. Voilà, vous avez eu mandat pour représenter 2 des victimes l'assistance dans de la cette griffe. affaire. Et de moi-même comme avocat. Manifestement, les juges attendaient ou n'attendaient qu'une demande officielle. Je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Toujours est-il que nous avons produit nos observations en reprenant, vous me posiez la question de savoir quels éléments. Les éléments, ils sont dans le dossier. Ils sont déjà dans la presse. Ils étaient déjà dans la presse depuis longtemps. Il y a pratiquement une vingtaine de témoignages dans le même sens. Eh bien, ça a été un travail de bénédictin, si j'ose dire, de reprendre l'ensemble des éléments et de les soumettre aux juges. Les juges n'attendaient manifestement que ça, puisque dans la foulée de ces observations, eh bien, les mises en cause ont été convoquées, mises en examen de manière supplétive, avec la circonstance aggravante de racisme, qui en fait était éclatante. Et cette mise en examen est tellement évidente que c'était éclatant. Cela apparaissait partout dans le dossier et c'était déjà dans le débat public. Donc finalement, il n'aura fallu dire les choses telles qu'elles étaient, parce que ne pas nommer les choses, ce n'est pas rendre justice. Et puis, dans ce dossier, il y a un mobile qui devra être jugé, examiné par la cour d'assises. Pour quel motif avez-vous tué le malheureux Thomas Perotto? Pour quel motif avez-vous créé ce champ de ruines véritablement, à la fois pour la famille de Thomas Perotto, de toutes les victimes et également de la société française? Vincent Roy, puis Georges Fenech. Oui, bonsoir maître. Vous dites que 2 jours après l'affaire, vous déposez plainte auprès du procureur. Et vous dites ensuite, vous déposez plainte. 3 jours. Pour ce motif-là, précisément, pour le racisme anti-blanc. Et vous dites silence du procureur. Comment expliquez-vous silence ? Écoutez, là, je ne vais pas me perdre en conjecture. C'est malheureusement classique que ne pas avoir de réponse des parquets. Il y a certaines affaires très importantes où on peut avoir des relations courtoises avec les parquets, mais dans la plupart des cas, on n'a jamais de réponse des parquets. Quand on est du côté des mises en cause et qu'on a des classements sans suite, qu'on apprend parfois des années après, soit par la presse, soit de manière indirecte, c'est parce que jamais les parquets, ou quasiment jamais, ne nous informent des suites des procédures. C'est un problème de notre procédure. Il devrait y avoir une obligation d'information. Elle n'existe pas dans notre procédure. Ça devrait être le cas. Ce n'est pas le cas. En tout cas, 3 jours plus tard, je vous confirme que, au nom de l'Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, la GRIF, qui est le syndicat de défense des Français, des chrétiens, et aujourd'hui qui combat le racisme anti-blanc, qui devient exponentiel, eh bien, c'est la seule association
qui, depuis 42 ans, se bat contre vent et marée, et parfois contre des évidences. Je pourrais vous donner des dizaines et des dizaines d'exemples, mais par exemple, à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, incendie de l'église, ça a fait beaucoup de bruit. Le mis en cause, on était à son 7e incendie d'église. Il a fallu que l'Agrif se batte contre vents et marées pour faire reconnaître que ce n'était pas un délit, mais un crime passible de la cour d'assises, parce qu'il y avait une circonstance aggravante de racisme antichrétien. Sur cette Donc c'est le requalification, combat de l'Agrif qui a permis, à l'évidence, bien ce retournement de situation. sur cette requalification, que dit notre ancien magistrat Georges Fenech? Bonsoir maître. La question que je me pose, indépendamment du fait qu'il a fallu attendre 3 ans pour reconnaître ce qui était manifestement une réalité du dossier, la circonstance aggravante, comment se fait-il qu'il y ait 2 lectures différentes de ces faits, puisque les juges d'instruction ont pris cette décision contre l'avis du parquet, qui lui prend des réquisitions de meurtre et non pas de meurtre Sur la base aggravé. des mêmes informations. Sur la base du même dossier et des mêmes pièces. Et je vais compléter, pour tout se dire, on ne va pas tourner autour du pot. Je vais vous poser la question très franchement, très directement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la justice a été un petit peu sous, comment dirais-je, sous pression, sous influence, quand on voit le déchaînement médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire, pour dire mais non, il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc. Dans cette affaire, c'était qu'une rixe. Combien de journalistes de télévision, de radio, des livres qui sont sortis également pour prétendre que tout cela était une instrumentalisation de la droite, voire de l'extrême droite. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que même encore à l'heure actuelle, puisqu'il y a divergence de point de vue entre le parquet, qui est quand même là pour défendre les intérêts de la société et les instructions, pour faire la manifestation aussi de la vérité, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque part un trouble au sein de la magistrature, quoi ? Maître Jérôme Christophe. Je savoure le propos venant d'un magistrat. Écoutez, je suis incapable de répondre à cette question parce que c'est peut-être un positionnement personnel du procureur. Il considère que des propos tenus de la nature que vous savez ne veulent pas dire que le but était de tuer Thomas Perrotto parce qu'il était blanc ou parce qu'il était français. Je ne sais pas quel est le motif pour lequel il a refusé cela. Ce que je vois, c'est que il y a des analyses différentes, c'est une évidence. Le parquet a une analyse qui n'est pas celle des juges d'instruction. Pour quel motif? Est-ce que c'est une analyse des faits? Est-ce que c'est le sentiment profond du procureur? Il faut lui poser la question. Manifestement, des journalistes ont posé des questions, ils n'ont pas eu de réaction pour l'instant. C'est à lui qu'il faut poser la question. Ce qui est certain, c'est que devant l'évidence, ce qui compte, c'est pas le parquet. Ce qui compte, c'est les juges. Mais attention, le parquet, comme vous le savez, peut faire appel de la décision de l'ordonnance de mise en accusation. C'est pas fini totalement. La requalification, c'est pas encore totalement obtenu. Voilà. Et de la même manière que les parties civiles peuvent faire appel d'une ordonnance de mise en accusation qui préjudicie à leurs intérêts civils. Donc, évidemment que l'affaire n'est pas terminée et que probablement la chambre d'instruction aura à trancher. Ce qui est certain, c'est que quoi que la chambre d'instruction dise, je vous annonce une chose, nous serons avec l'Agrif constitués partie civile et avec les victimes et aux côtés des victimes devant la cour d'assises, et que nous serons pleinement partie, et que si on nous refusait la circonstance aggravante de racisme à un autre stade, eh bien nous la remettrions dans le débat devant la cour d'assises, puisqu'il s'agit d'une question de requalification et que les juridictions du fond sont libres de requalifier dans le sens qu'elles estiment devoir toutes ces questions-là. Alors moi, la question de savoir pourquoi le parquet n'a pas la même analyse que les juges d'instruction, je n'en ai absolument aucune idée. Il faut poser la question directement au parquet. Est-ce que vous voyez quand même dans ce début de requalification un tournant dans l'appareil judiciaire français, peut-être dans le logiciel de cet appareil judiciaire, une prise de conscience sur cette question du racisme anti-blanc? Maître Jérôme Triomphe, et peut-être également ici Vincent et Georges.
Écoutez, en fait, les choses ne sont pas univoques ni manichéennes. Vous avez des juges à qui ça ne posera aucune difficulté et d'autres qui vont traîner des pieds. Moi, je l'ai vu dans des dizaines de dossiers. J'ai vu des dossiers dans lesquels il n'y avait pas l'ombre d'une difficulté pour reconnaître la circonstance aggravante anti-chrétienne, anti-française ou anti-blanche. Et il y en a d'autres, ça pose des difficultés comme si le terme de racisme anti-blanc était radioactif, comme si c'était un épouvantail, comme s'il y avait un tabou sur lequel on jetait un voile pudique, parce qu'on ne veut pas voir une réalité, en fait, qui bouscule peut-être les certitudes de beaucoup de politiques idéologisés, de beaucoup de journalistes. Mais non, le racisme anti-blanc, paraît-il, n'existe pas. Mais quelle violence que d'entendre cela. Le racisme anti-blanc n'existe pas, mais c'est une violence supplémentaire qui est faite à la famille de Thomas Perotto et aux familles de toutes les victimes. Georges Fenech. Parce que dire que ce racisme anti-blanc n'existe pas, eh bien, c'est nier la réalité de ce qui a été subi, c'est-à-dire un drame épouvantable. On va encore pousser le raisonnement un peu plus loin, quitte à recevoir des critiques. Et je ne veux pas viser non plus le procureur de Valence, et je ne le connais pas, je ne sais même pas son nom, mais tous magistrats qu'ils sont, ils n'en sont pas moins des hommes et des femmes, et que donc ils sont aussi traversés par les courants que traverse notre société, et on le sait puisque certains s'expriment avec, je dirais, beaucoup de médiatisation. On l'a vu encore récemment, le syndicat de la magistrature se manifester en conférence de presse avec LFI pour contester une loi. Donc tout cela, tout ce que je dis, on le constate maintenant tous les jours. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'il y ait ce même courant idéologique qui traverse une certaine magistrature qui ne veut pas entendre de racisme anti-blanc? Très rapidement, maître. Mais c'est une évidence que tous les juges, en fait personne n'est impartial, tous les juges sont nécessairement pétris de leurs convictions, de leurs idéologies. Mais je vais peut-être être iconoclaste. J'ai obtenu des décisions remarquables d'objectivité dans des dossiers similaires de juges du syndicat de la magistrature qui étaient honnêtes et objectifs. Et de la même manière, j'ai obtenu des décisions qui étaient contraires au bon droit de juges qui auraient peut-être eu une sensibilité affichée qui aurait dû conduire à la décision que j'espérais. Donc rien n'est univoque. Quand j'entends dire, par exemple, les magistrats sont par nature indépendants, c'est vrai, puisqu'ils ont une indépendance statutaire et ils sont par nature impartiaux, ça me fait hurler. Un magistrat n'est pas par nature impartial, il doit être impartial, ce qui n'est pas pareil. Et ce qui n'est pas non plus évident, parce qu'il faut arriver à s'abstraire. Allez, 10 secondes à Vincent Roy et 10 secondes de vous, maître Jérôme Tréon. J'ai vu des magistrats qui le faisaient et j'ai vu qui ne le faisaient pas. C'est vrai. 10 dernières secondes. Oui, on ne peut pas s'empêcher, maître, alors même qu'on sait bien qu'il ressort de tous les témoignages dans ce dossier qu'il y avait du racisme anti-blanc. On ne peut pas, devant la non-réponse, enfin la non-qualification du parquet, on ne peut pas s'empêcher de penser à une justice politique. Maître Jérôme Tréon, le mot de la fin. Chacun se fera sa propre opinion. Il serait utile que des journalistes interrogent monsieur le procureur pour savoir pourquoi son parquet s'est obstiné à ne pas vouloir retenir la circonstance de racisme anti-blanc qui pourtant était éclatante. Et puis attention, qui à ce stade ne fait pas une affirmation de racisme anti-blanc. C'est simplement la possibilité d'en débattre devant une cour d'assises et que chacun puisse se défendre sur cette accusation. C'est l'objet normal d'une ordonnance de mise en accusation, de relever non pas des preuves de culpabilité, mais des charges qui seront discutées devant la cour d'assises. Merci, maître Jérôme Tréon, d'avoir témoigné sur Europe 1 ce soir. Première prise de parole. Georges Fenech, Vincent Roy, vous restez avec moi dans un instant. Place au journal de 20h avant de retrouver à 20h10 le lieutenant-colonel Christophe Pasquini, commandant des opérations de secours dans le Var. À tout de suite sur Europe 1.